tous, hein. Merci d'être venus aussi nombreux pour la semaine des mathématiques. Hein. Donc, on a aujourd'hui le plaisir d'accueillir un conférencier, hein, Monsieur Lambollé, hein, qui est professeur des universités à la Sorbonne, hein, qui va nous parler d'un thème qu'il travaille depuis plus de 17 ans. C'est l'optimisation de forme. Je lui laisse la parole. Merci Jacques. Bonjour à tous. Je suis un peu ému parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas parlé sans masque. C'est un grand jour. Je remercie vraiment Jacques pour l'organisation. Je vois qu'il a eu beaucoup de succès en faisant la publicité de cette conférence. Je passe un petit bonjour à Kevin qui est à distance et qui est un ancien ami avec qui on a fait nos études également. Comme le thème de la semaine des mathématiques était sur les formes, Jacques m'a contacté parce qu'effectivement, je travaille sur l'optimisation de formes, qui est un domaine des mathématiques que je vais vous introduire aujourd'hui. En petit préambule, j'annonce que je n'ai jamais fait de conférence à des gens aussi jeunes que vous. Donc, il ne faut pas hésiter à m'interrompre, surtout les enseignants, si vous vous dites « oulala, mes élèves ne comprennent rien ce qu'ils sont en train de dire », n'hésitez pas à m'interrompre pour que je redéfinisse les choses. Mais évidemment, si vous vous sentez de le faire sans attendre que votre enseignant le fasse, n'hésitez pas à le faire. Je remercie Gisela et Charles qui m'ont beaucoup aidé aussi pour la préparation de cette conférence, notamment dans les dessins qui vont apparaître. Charles m'a déposé dans ces blagues. La souris ne marche plus, je sais pas. Si, c'est bon, ça marche. OK, donc optimiser, donc le but, ça va être d'optimiser. Donc, je rappelle un peu rapidement qu'est-ce que c'est. Je définis le mot optimisation avec plein de mots un peu barbares sur lesquels on va revenir pendant l'exposé. Donc, rapidement, lisons ça ensemble. Modéliser, analyser et résoudre. J'ai mis ce mot en rouge parce que c'est un mot que vous voyez tout le temps, mais ce n'est pas toujours hyper clair ce qu'il veut dire. Entre parenthèses, analytiquement ou numériquement, je vais aussi donner des exemples pour essayer de comprendre un peu ce que ça veut dire. Des problèmes, donc là c'est un peu vague, qui consistent à minimiser ou maximiser une fonction sur un ensemble. Donc là c'est une définition un peu mathématique. On va aller assez vite dans des exemples pour comprendre un peu l'idée derrière. Et ensuite je donnerai des choses plus mathématiques pour comprendre un peu tous ces mots-là, qui tous mis ensemble font quand même quelque chose d'assez sophistiqué. Je prends des exemples de la vie courante où le mot optimisation est utilisé. On peut parler d'optimisation de code en informatique. On peut parler d'optimisation fiscale. Vous êtes peut-être encore un peu jeune pour vous intéresser à ça. Mais, ce que je vais faire au tout début de l'exposé, c'est vous convaincre qu'on fait de l'optimisation à peu près tous les jours, sans forcément s'en rendre compte. Et je vais prendre un exemple pseudo-mathématique pour vous expliquer ça. C'est ce qu'on appelle les géodésiques. Donc, en fait, les géodésiques, c'est un mot un peu barbare pour répondre à une question assez simple. C'est qu'est-ce que c'est le plus court chemin entre deux points? Et c'est une question très vague, en fait, posée comme ça. Et d'ailleurs, je vais vous donner trois réponses complètement différentes suivant le contexte. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on veut optimiser quelque chose. On veut quelque chose qui soit le plus court possible et qui a un certain objectif, aller d'un point A à un point B. Alors, quand vous avez un jour fait de la géométrie du plan, on vous a appris et vous avez accepté ça que si on prend deux points, il y a plein de trajets possibles dans le plan entre ces deux points. J'en ai tracé quatre, un peu bizarres. Il y en a un qui est un peu moins bizarre que les autres, c'est le chemin vert. Et donc, on vous a appris, et c'est assez intuitif, que le plus court chemin entre deux points dans le plan, c'est la ligne droite. Alors, je ne vais pas revenir beaucoup là-dessus, mais en fait, démontrer ça n'est pas forcément quelque chose de complètement évident. Il faudrait déjà définir qu'est-ce que c'est qu'une longueur, etc. Ça va revenir un peu plus loin dans l'exposé, mais en tout cas, on a quelque chose de relativement intuitif par rapport à ça. Toujours est-il qu'ici, on avait un problème, on l'a résolu explicitement, c'est-à-dire que si vous voulez calculer la longueur, la distance la plus courte entre deux points, il vous suffit de calculer la longueur de ce chemin vert, et vous saurez que tous les autres chemins que j'ai dessinés, mais tous ceux que vous pourriez imaginer, ont une longueur plus grande que celle qui est en vert. D'accord? Donc ça, c'est un résultat mathématique qui pourrait d'ailleurs se démontrer. Mais si on change la géométrie du lieu sur lequel on se déplace, alors il y a un exemple tout simple qui est la planète Terre, qui n'est pas un plan, on se balade sur une sphère, et donc quand les échelles de distance sont relativement grandes, en fait, on peut se rendre compte qu'on ne peut pas vraiment aller en ligne droite de deux points sur la sphère, parce que sinon, il faudrait creuser un tunnel. Et donc, on rajoute une contrainte, on appelle ça le mot contrainte, on oblige à rester sur la surface de la planète Terre pour se déplacer. Alors là, la réponse est un peu moins intuitive. Sur le dessin de gauche, j'ai mis deux points sur la planète Terre. Et contre toute attente, le chemin le plus court, c'est le chemin orange.
Alors, c'est lié à la difficulté de représenter une sphère sur quelque chose de plat, hein, c'est lié à la complexité de la représentation. Mais donc, vous voyez que la réponse est un peu moins évidente. Elle est quand même explicite. Sur les dessins de droite, on voit d'autres représentations. Celle du milieu étant peut-être la plus proche de la réalité parce qu'on voit un peu ça comme une sphère. Et vous voyez des arcs entre différents points. Là, ça forme d'ailleurs une sorte de triangle. Sur le dessin de droite, vous voyez des courbes apparaître. Et en fait, ces courbes, c'est ce qu'on appelle les géodésiques. Si vous vous baladez le long de ces courbes, vous effectuez effectivement le chemin le plus court en étant sur une scène. Donc, la réponse, pour ceux qui veulent savoir ou aller creuser dans cette direction, ça s'appelle un grand cercle. Vous prenez 2 points sur la planète Terre. Il y a en général exactement un cercle qui a le même rayon que la planète elle-même, qui passe par ces 2 points. Et c'est ce qu'on appelle un grand cercle. Alors, l'exemple le plus simple de grand cercle que vous connaissez tous, c'est l'équateur. Et aussi, tous les méridiens sont des grands cercles. Mais par contre, les parallèles, si vous révisez votre géographie de la sphère, ce ne sont pas en général des grands cercles parce qu'ils n'ont pas le même rayon que la sphère. Donc, voilà un moyen explicite de calculer le plus court chemin entre 2 points sur la planète. Et ça permet aux avions de prendre ces trajectoires pour aller le plus vite possible. Alors, je vous avais dit que vous faisiez ça tous les jours, mais vous allez me répondre que vous ne prenez pas l'avion tous les jours, c'est vrai. Mais en fait, cette optimisation entre 2 points, avec des contraintes plus ou moins sophistiquées, on fait ça tous les jours avec son téléphone. On veut aller d'un point A à un point B. Alors là, il y a des contraintes plus sophistiquées parce qu'on n'est pas en l'air, on ne peut pas voler. Donc, la contrainte supplémentaire, c'est que vous êtes sur des routes, suivant que vous soyez à pied, en vélo, ou en voiture ou en train, ce n'est pas la même chose. Donc là, vous prenez votre téléphone ou votre ordinateur, vous tapez un point A, un point B. Donc là, j'ai pris là où je travaille, j'ai pris ici. Et donc, le téléphone vous calcule un trajet. Ici en voiture, je n'ai pas pris la voiture, mais bon, c'est pas grave. Et c'est optimisé. L'ordinateur nous dit que c'est le chemin le plus court avec les contraintes que j'ai imposées. Alors ici, c'est plus tout à fait explicite. En tout cas, c'est un algorithme numérique. La grosse différence par rapport aux 2 exemples d'avant, c'est qu'il n'y a pas une manière générique de construire la solution et de vous dire c'est une ligne droite ou c'est un arc de grand cercle. Il y a autant de problèmes qu'il y aurait de point A, de point B et de contraintes par rapport au nombre de chemins de véhicules de transport, etc. Donc, on a une infinité de problèmes possibles. Donc, on ne les résout pas tous, mais on donne à un ordinateur les moyens de résoudre ça avec des outils mathématiques. Et ensuite, vous dites les paramètres de votre problème d'optimisation. Vous dites, je veux aller de Paris à Vannes et l'algorithme vous calcule ça. D'accord? Donc, voilà pourquoi. Et ce genre de choses, j'ai pris un exemple bien spécifique, mais on a ce genre de choses dans vraiment tous les jours. On optimise tout un tas de choses sans forcément s'en rendre compte. Et là, il y a des mots intéressants qui sont venus. Des fois, c'est explicite, des fois, c'est numérique, des fois, c'est intuitif, des fois, c'est pas si intuitif. Et donc, c'est aussi à ça que peuvent servir les mathématiques. Donc, dans mon exposé, je vais rentrer un peu plus dans les détails. Donc là, vous avez vu dans les problèmes d'optimisation que j'ai évoqués, il y a déjà la forme de quelque chose, la forme d'un chemin. D'accord? Donc, on n'optimise pas n'importe quoi. Il y a plein de choses qu'on peut optimiser dans la vie. Mais là, comme c'est le lien avec le thème de la semaine de mathématiques, c'est comment optimiser la forme de quelque chose. Donc, je ne vais pas définir ça de manière hyper précise, mais je vais donner 3 façons de formuler ça. Une façon, disons, la moins mathématique possible, c'est quoi dans la vie courante d'optimiser la forme de quelque chose? Vous imaginez un objet, celui qui vous plaît le plus, et vous imaginez qu'il a plein de formes possibles et imaginables. Et le but, c'est de trouver la forme la plus efficace pour un certain critère. D'accord? Il y a une infinité de critères possibles, ça peut dépendre de plein de choses, mais de manière relativement peu précise, c'est comme ça qu'on peut décrire la chose. Alors, ce type de problème vient très souvent de la physique. Et dans ce cas-là, le critère qu'on a, c'est de minimiser souvent une énergie. Il y a beaucoup de principes physiques qui sont basés sur cette idée-là. Et il y a le mot modèle qui apparaît. Le mot modèle est un mot un peu sophistiqué, mais c'est une façon de transformer un problème concret en des équations, disons, sur lesquelles on va pouvoir appliquer les outils mathématiques, comme on va le voir aujourd'hui. Je ne rentre pas trop dans les détails. Si vous avez des questions, on pourra en discuter après. Et plus mathématiquement, là, il y a un peu des symboles un peu partout, mais l'idée, c'est de dire, je me donne une énergie, donc je vais appeler ça soit une énergie, soit le critère, je l'appelle J, donc la spécificité, donc c'est une fonction, vous avez rencontré des fonctions très souvent dans vos cours de mathématiques, mais la différence, c'est que souvent, je pense que vos fonctions avaient pour paramètre un nombre, que vous avez en général appelé petit x. Ici, la spécificité, c'est que le paramètre de la fonction J, ça va être la forme de quelque chose.
Donc, c'est un objet mathématique plus élaboré, plus compliqué que ce que vous avez pu apprendre dans vos études. On reviendra un peu là-dessus sur comment modéliser ces objets-là. Vous avez un certain nombre de formes qui sont autorisées, il y en a qui sont interdites. Ça prend en compte ce qu'on appelle les contraintes, donc j'ai appelé ça FAD pour forme admissible. D'accord. Et le but, c'est d'avoir la forme qui réalise le plus petit score possible, par exemple. Ça, c'est dans l'idée de minimiser. Vous pouvez aussi penser maximiser, celle qui a le meilleur score possible, le plus élevé possible. Dans tout l'exposé, je parlerai quasiment toujours de minimisation, mais en fait, toutes les mathématiques qui sont faites pour la minimisation sont évidemment les mêmes que pour la maximisation. C'est une question de changement de signe. Donc, pour la simplification de la présentation, on va toujours parler de minimisation, mais c'est vraiment un choix de présentation. Je vais construire mon exposé en deux parties, vous donner beaucoup d'exemples, si possible, pour que ça soit un petit peu plus concret. Et je vais vous donner deux exemples qui ont une importance historique dans la construction des mathématiques. Donc, je donnerai des dates au moment voulu. C'est des problèmes très célèbres, je ne sais pas, c'est possible que vous ayez rencontré dans des musées ou dans des exposés, mais c'est probable que vous n'ayez pas eu beaucoup de détails sur ces problèmes-là parce qu'ils sont mathématiquement en fait assez élaborés. Ils sont assez anciens, quelques siècles, voire un peu plus, mais ils ont mis beaucoup de temps à être résolus. J'expliquerai un peu ça, donc j'essaierai de vous faire sentir les difficultés mathématiques qu'il y a derrière ça pour vous faire un peu venir les mathématiques, disons, de niveau plus avancé pour vous faire un peu comprendre ça. Donc, il y aura une première partie sur le problème isopérimétrique que je vais décrire dans un instant. Une deuxième partie qui se connaît souvent chez les physiciens sur le nom de brachistochrone et que j'ai appelé ici la forme d'un toboggan pour que ce soit un peu plus parlant. Mais c'est le même problème. Alors, le problème isopérimétrique, si on veut chercher sa naissance, il est très très ancien. On le retrouve dans ce qu'on appelle la légende de la reine Didon. Donc, je ne vais pas faire tout un laïus sur l'histoire de ce problème, mais il y a en gros une légende qui dit qu'on a banni la reine Didon d'un lieu et que cette reine a fondé ce qu'on appelle Carthage, qui aujourd'hui s'appelle Tunis. Et donc, la légende dit qu'on a donné comme contrainte à Didon, on lui a dit, vous pourrez construire une ville qui pourra être englobée par une peau de bœuf. Donc, disons, alors, peu importe que ce soit une peau de bœuf, là, on voit une peau de bœuf sur l'image, mais l'idée, c'est quelque chose de pas grand, avec lequel on va pouvoir essayer d'étirer pour pouvoir englober quelque chose. Donc, l'idée qu'a eu la reine Didon dans cette légende, c'est de dire, mais moi, je vais découper la peau de bœuf en très fines lanières, et donc, je vais avoir quelque chose de potentiellement très, très long. Plus la longueur avec laquelle on découpe est petite, plus on va avoir quelque chose d'extrêmement long. Et la deuxième idée, c'est maintenant que j'ai une lanière d'une certaine longueur donnée, qui est celle que j'ai pu faire en découpant au mieux mon objet, comment je vais pouvoir agencer ma lanière de sorte que l'air qu'il y a à l'intérieur de cette forme que je suis en train de construire soit la plus grande possible. Donc, c'est un problème d'optimisation de forme. La contrainte qu'on a, c'est la longueur d'une certaine lanière, peu importe l'objet, mais la longueur de quelque chose. Et l'objectif, c'est d'avoir la ville la plus grande possible et de manière à construire la ville la plus grande possible. Ici, je n'ai pas mis une photo de Carthage parce que c'était un peu ancien, mais on peut retrouver une image de Paris à l'époque médiévale. Alors ici, il y a une subtilité sur laquelle je vais un peu passer, c'est parce qu'il y a un cours d'eau au milieu, mais je vous demande de vous intéresser plutôt à la partie gauche de la photo. On imagine qu'il n'y a pas forcément la partie droite. Là, il y a une contrainte supplémentaire, c'est que vous vous mettez contre l'eau, donc on imagine que c'est une frontière naturelle, on ne la prend pas en compte. Et là, vous voyez apparaître une forme quasiment parfaite, qui est la moitié d'un disque. Et donc, c'est peut-être intuitivement la forme la plus naturelle. Et effectivement, c'est ça la bonne réponse. C'est effectivement aussi la réponse qu'avait apportée la légende de la reine Didon. Mais on se demande quelles sont les mathématiques derrière ça. Est-ce que c'est facile à formuler et comment on démontre ça? Alors, je vais vous donner un théorème. En mathématiques, on fait des théorèmes. Et derrière ces images et ces problèmes, il y a effectivement un théorème très précis, très propre, que je vais vous énoncer à peu près en partie. On se donne une domaine. Alors, je n'ai pas trop parlé de cette lettre, je n'ai pas beaucoup l'habitude, mais je ne sais pas si vous connaissez bien l'alphabet grec, mais l'usage en mathématiques, c'est souvent d'appeler un ensemble par des lettres grecques. Ici, j'ai appelé la lettre oméga, donc ce cercle un peu bizarre, c'est la lettre oméga. C'est comme ça que j'appelle mon ensemble. Donc, vous pouvez imaginer une forme comme ça. Moi, j'appelle ça des patates.
On verra plus tard des objets un peu plus sophistiqués. Je ne rentre pas trop dans la question de c'est quoi un domaine, c'est quelque chose d'un peu sophistiqué. La question pourra être rediscutée plus tard. Mais pour l'instant, on reste un peu vague. L'énoncé qu'il y aura après sera un peu plus précis. Je donnerai des détails au cours de l'exposé. Donc, vous avez un domaine, et je vais noter grand A, l'aire de oméga, donc c'est la surface de la zone hachurée en bleu, et petit l, la longueur de son bord, ce que souvent on appelle le périmètre. D'accord? Donc, c'est la longueur. Alors, le bord, pour ceux qui sont en prépa, vous devez savoir ça. Ça se note avec un D arrondi. Et bon, l'image parle d'elle-même, je pense. Et donc, ça correspond au problème qu'on a posé juste avant. Le théorème nous dit qu'il y a une inégalité qui lie ces deux quantités, grand A et grand L, 4pi fois A est inférieur ou égal à L au carré. Alors bon, on ne voit pas forcément le lien avec l'optimisation, mais je vais le donner dans un instant. Et le théorème va un petit peu plus loin, il nous dit qu'il y a égalité dans une situation complètement particulière, c'est si et seulement si la forme de départ était en fait un disque. D'accord? Alors, c'est quoi le rapport avec l'optimisation? Alors, je vais prendre cette inégalité et faire une opération un peu simple. Je vais mettre le grand A de l'autre côté, donc je vais diviser par grand A. Et vous voyez que L carré divisé par grand A est simplement supérieur ou égal à 4pi. Donc, en fait, vous êtes en train de vous poser la question comment je pourrais minimiser le ratio entre L carré et grand A. Vous ne voyez pas forcément le lien avec le problème de Didon, mais je vais l'expliquer dans un instant. Et en plus, on vous dit le cas d'égalité, c'est le cas du disque, qui est effectivement la solution à notre problème. Alors, en fait, je vais donner trois formations qu'on appelle équivalentes de ce théorème et qui, là, sont liées à l'optimisation de forme. Et démontrer l'une ou l'autre de ces choses, ça revient exactement au même. Alors, je vais le reformuler comme ça, et vous voyez que ce qui compte pour moi, c'est que les nombres qu'on a introduits avant, ils dépendent de la forme qu'on est en train de considérer. Donc, en fait, ce sont des fonctions. Ce sont des fonctions dont le paramètre est un domaine. Donc, à chaque oméga, qui est la forme que vous avez en tête, j'associe un nombre qui est son aire. Et à chaque oméga, j'associe un nombre qui est son périmètre, qui est la longueur de son bord. Et donc, je peux poser trois problèmes qui sont en fait équivalents. J'emploierai un autre mot mathématique pour vous expliquer pourquoi ils sont équivalents. Le premier, c'est celui que je vous avais donné juste avant. On essaye de minimiser autant que possible le ratio entre L au carré et A. Une deuxième formulation, c'est de se dire, je vais fixer l'aire comme un nombre donné, par exemple 1, vous pouvez imaginer n'importe quoi, et je cherche la façon de minimiser la longueur du bord. Ça, c'est la formulation que les mathématiciens utilisent le plus, mais pour l'exposer, ce n'est pas celle que j'utiliserai le plus. La troisième formulation, c'est celle qui est liée au problème de Didon. C'est le contraire, c'est que je dis, je vais fixer la longueur de la lanière que je me donne, et étant donné une longueur donnée, comment j'arrange oméga pour que l'aire qu'elle va englober soit la plus grande possible. Donc là, on dit qu'on maximise l'aire parmi les domaines tels que la longueur du bord est donnée. Alors, pourquoi ces trois problèmes sont équivalents? C'est parce qu'il y a un rapport d'homothétie. Je ne vais pas rentrer beaucoup dans les détails, mais vous savez qu'une longueur, c'est quelque chose qui se fait en mètres. Et le rapport aux homothéties, c'est que si vous doublez la taille d'une forme, la longueur va être doublée par 2. Alors que si vous prenez une aire et que vous doublez, l'aire va être multipliée par 2 au carré. D'accord? On dit qu'il y a un degré d'homogénéité 1 pour la longueur et d'homogénéité 2 pour l'aire. C'est ce qui explique que j'ai mis un carré ici et pas là, parce que quand je fais le quotient de ces deux choses-là, au numérateur, j'ai des mètres au carré, et au dénominateur, j'ai des mètres au carré, parce que c'est comme ça qu'on exprime une aire. Et donc, quand je fais le quotient, les unités s'en vont. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour ce qu'on est en train de faire, parce qu'on dit qu'on est invariant par homothétie. Ce ratio que vous prenez, parce qu'à un moment, vous avez peut-être remarqué que j'ai parlé de disque, mais je n'ai pas parlé du rayon du disque. C'est parce qu'en fait, de ce point de vue-là, tous les disques auront le même ratio entre L au carré et A. On va faire un calcul dans une seconde pour que vous voyez ça. Et les autres problèmes, pour cette raison-là de comportement par rapport à l'homothétie, sont tous équivalents. Donc, je ne rentre pas dans les détails. Si vous voulez, vous pouvez essayer de démontrer que ces problèmes sont équivalents si ça vous intéresse. Ce n'est pas extrêmement compliqué. Et donc, une autre formulation du théorème que je vous ai donné il y a un instant, c'est que les solutions de ces problèmes-là sont des disques. Alors, avant de se lancer dans des démonstrations, je veux vraiment vous faire comprendre un peu comment ça fonctionne. Et on va prendre des formes toutes simples. Je ne vais pas passer trop de temps parce que je pense que ça peut être un exercice que vous pouvez faire tout seul si vous voulez. J'ai pris 4 formes et j'ai calculé la valeur de l'énergie de L carré sur A pour que vous voyez un peu l'idée, c'est qu'à chaque forme, vous donnez un score. Et l'idée, c'est comment faire que ce score soit le plus bas possible.
Donc, la première forme que j'ai prise, c'est un triangle équilatéral. Là, je vous laisse appliquer le fameux théorème de Pythagore et vous convaincre qu'on trouve un score de 48. Bon, OK, est-ce que c'est bien ou mal? C'est un peu dur de se représenter. On prend un carré, là, les calculs sont encore plus simples. Vous avez l'air, vous avez le périmètre. Là, vous voyez un phénomène intéressant. La longueur du carré n'a plus d'importance parce qu'en fait, ça se compense au numérateur et au dénominateur. Donc, ça, tout a été fait pour. On trouve 16, donc c'est mieux que 48 parce que le but, c'est de minimiser. Une autre forme simple, mais finalement plus compliquée que le carré, c'est le rectangle. Alors, pour le rectangle, on trouve quelque chose d'un peu différent des deux autres qui étaient juste un nombre. On trouve quelque chose qui dépend de chaque rectangle, donc qui dépend de deux paramètres qui sont les longueurs des deux côtés du rectangle. Alors, c'est un petit exercice que je vous laisse faire pour ceux qui veulent s'entraîner, mais on peut montrer que ça, c'est de toute façon moins bien que le carré. Ou une autre façon de le dire, c'est que le carré, c'est le meilleur des rectangles. C'est-à-dire qu'en fait, cette expression-là, vous pouvez démontrer qu'elle est toujours plus grande que 16 et qu'il y a égalité si et seulement si petit a égale petit b. Bon. Et puis, il y a la dernière forme, bien sûr, qui est particulièrement importante, c'est le disque. Là, je vous rappelle les formules de l'aire et du périmètre du disque. Et on trouve un nombre qui est 4π. Et numériquement, on peut se rendre compte que ce nombre est effectivement inférieur à tous les autres. Et donc, le théorème, c'est, quelles que soient les formes que vous pourriez imaginer, vous trouverez toujours un score qui est strictement plus grand que celui du disque, sauf bien sûr le disque où on trouve exactement ça. Mais évidemment, je ne peux pas continuer ma liste parce que le nombre de formes est évidemment vertigineux. Donc, si je voulais vérifier que c'est vrai pour tout le monde, je ne pourrais jamais finir mon calcul et donc j'aurais besoin d'un temps infini pour y arriver. Donc, ça, c'est un problème qu'on a souvent en mathématiques. Et donc, oui, dernier détail pour ceux qui veulent des choses un petit peu plus sophistiquées. J'ai mis sous le tapis, et je vais le faire dans le reste de l'exposé, mais de temps en temps, je reviendrai un peu sur quelques informations. Mais je ne vous ai pas dit c'était quoi l'aire, ni le périmètre d'un domaine. En fait, c'est des maths relativement sophistiquées. Alors, l'aire, c'est quelque chose que vous pouvez peut-être avoir appris en prépa. Je ne sais pas à quel point on vous a construit ces choses-là, mais l'idée, je vais simplement vous mettre l'idée. L'idée est assez intuitive. Si vous avez une patate et vous essayez de voir c'est quoi l'aire de la chose englobée, donc l'idée c'est de couper en quadrillage et de prendre l'aire de chaque petit carré qui se trouve à l'intérieur, de faire la somme de ces choses-là et de faire tendre la taille du quadrillage vers 0. On peut démontrer mathématiquement qu'en faisant ça, on tombe sur un nombre qui s'appelle l'intégrale, indicatrice de oméga. Là, c'est la fonction qui vaut 1 sur oméga et 0 en dehors. Alors, pour ceux qui veulent des mots de mathématiciens, ça, c'est simplement la construction de l'intégrale de Riemann, qui est celle que vous utilisez en général en classe prépa, même au lycée, mais probablement au lycée, vous ne l'avez pas construite. Le périmètre, c'est un peu plus sophistiqué, mais l'idée est la même. Vous mettez des points au bord et vous essayez d'approcher au mieux la courbe qui définit le bord, et vous avez des morceaux de segments de droite. Les segments de droite, vous savez calculer leur longueur, et vous essayez de voir comment vous pouvez améliorer ça. J'ai mis une formule barbare à droite pour ceux qui sont frustrés de voir un dessin, mais la formule est une traduction du dessin et elle est un peu plus compliquée à comprendre, mais l'idée est la même. Disons qu'on peut définir ces objets-là de manière précise si jamais vous avez besoin. OK, alors on va parler un petit peu de démonstration. Et notamment, on va parler d'un certain nombre d'étapes dans la démonstration de ce théorème. Donc, j'avais expliqué que le résultat date de 1000 ans avant Jésus-Christ, mais sa démonstration est beaucoup, beaucoup plus récente. Et il y a une première étape importante qui, en fait, arrive seulement au 19e siècle, au début de la première moitié du 19e siècle. Et le nom fondamental derrière ça, c'est Steiner. Et il donne une démonstration géométrique que je vais rapidement vous décrire. Je ne vais pas avoir le temps de vous donner tous les détails, mais on peut sentir quelques idées qui, à mon avis, peuvent être intéressantes pour voir comment on fait. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il commence son raisonnement en disant, j'imagine, je prends une certaine patate, j'imagine que c'est la meilleure forme, et puis par l'absurde, on fait un raisonnement par l'absurde, je vais supposer que cette forme n'est pas un disque, et je vais essayer du coup de montrer qu'elle ne peut pas être la meilleure, et donc, c'est-à-dire de l'améliorer. Alors, dans toutes les prochaines transparences, ce que je vais faire pour dire l'améliorer, je vais essayer de trouver un domaine qui a la même longueur du bord, donc ça, c'est ma contrainte qu'il faut que je respecte, et qui, par contre, va avoir une aire strictement plus grande. D'accord? Donc, si vous prenez n'importe quoi qui n'est pas un disque, et vous essayez de trouver quelque chose d'un peu mieux, qui a une aire un peu plus grande, du coup, vous saurez que votre forme n'est pas la solution du problème. Alors, il y a 3 étapes. La première, c'est de démontrer que la forme doit nécessairement être convexe. Donc,
je vous rappelle ou je vous apprends la définition de la convexité. La convexité d'un domaine, c'est un mot de la vie courante, mais mathématiquement, il y a une définition bien précise, c'est de dire que tous les segments dont les extrémités sont dans la patate doivent rester dans la patate. Alors, en termes avec des symboles mathématiques, rapidement, c'est de dire, vous prenez n'importe quel xy dans oméga, le segment qui rejoint x et y doit rester dans oméga. Alors, j'ai mis deux exemples, un qui n'est pas convexe, l'autre qui est convexe. J'ai mis plusieurs segments et on voit que ceux qui sont en rouge, rouge parce qu'ils sont interdits, du coup, ils ne satisfont pas la définition, ils partent à l'intérieur de la patate, mais à un moment, ils en sortent. Donc ça, c'est interdit. Donc la forme de gauche n'est pas convexe. Celle de droite, j'ai mis qu'un nombre fini de segments. Il y aurait évidemment une infinité de segments possibles, mais ils sont tous bien à l'intérieur. Donc évidemment, c'est le cas du disque, mais il y a plein d'autres formes qui sont comme ça, par exemple. Mais la première étape de la démonstration de Steiner, c'est de dire, si votre forme ressemble à ça, elle ne peut pas être la meilleure pour le problème qu'on est en train d'étudier, parce qu'il trouve un procédé de construction pour dire, je peux faire mieux que ça. Alors, ce procédé de construction, il est le suivant. Alors, encore une fois, je raisonne par l'absurde. Je vais faire énormément de raisonnement par l'absurde dans ce que je suis en train de faire. J'imagine que mon domaine n'est pas convexe et je vais montrer qu'on peut faire mieux. Alors, je vous fais un petit dessin dans un exemple, mais l'idée marche pour tous les exemples. S'il n'est pas convexe, c'est qu'il y a un segment qui va sortir de ma patate. Et donc, l'idée, c'est, alors on prend cet exemple-là, l'idée, c'est de dire, je vais faire une symétrie de ce petit morceau par rapport au segment qu'on voit en rouge ici. Parce qu'en faisant ça, qu'est-ce que je fais? Je ne change pas la longueur de ce qu'il y a là, puisque c'est la même de l'autre côté. Par contre, je rajoute un petit morceau, donc en fait, j'ai une aire plus grande. Bon, ça, c'est assez intuitif, mais on peut formaliser ça et ça nous donne ce résultat. Donc, si vous avez envie d'arranger votre lanière de façon à faire des trucs rentrants comme ça, ce n'est pas une bonne idée parce qu'il suffirait de faire autrement. Donc, ça, c'est la première étape. Les deux autres étapes sont un tout petit peu plus sophistiquées, mais sont du même acabit. La deuxième, alors c'est un peu la plus compliquée à expliquer. Je vais prendre des points au bord et je vais découper ma patate en deux morceaux. Alors, la patate est convexe, hein, donc le segment qui est entre P et Q va rester à l'intérieur. Et je veux m'arranger pour que ça coupe le bord en deux morceaux qui ont la même longueur. Alors, il faut démontrer qu'on peut faire ça. C'est des arguments que vous pourriez détailler, mais on va dire qu'intuitivement, c'est clair. Et ayant ce découpage en deux morceaux dont le bord, dont les deux morceaux d'arc qu'on obtient sont de même longueur, le but, c'est de démontrer que les deux parties d'air qu'on obtient sont toutes les deux de même aire. Alors, un dessin, je pense, c'est plus clair. Donc, je répète, sur cette patate, l'idée, c'est que vous prenez P et Q de façon à ce que la longueur de la partie au-dessus et la longueur de la partie en dessous soient les mêmes. Et le but de la démonstration, c'est de montrer que les deux morceaux vont en fait avoir la même aire. Encore une fois, c'est vrai pour le disque, mais c'est vrai pour d'autres formes. Encore une fois, on raisonne par l'absurde. Si les deux morceaux n'avaient pas la même aire, donc oméga 1, oméga 2, il y a une manière simple de faire mieux, c'est vous virez la partie du bas qui a une aire plus petite et vous symétrisez. Vous n'allez pas changer le périmètre en faisant ça parce que vous avez la propriété que les deux avaient la même longueur, donc ça fait 2 fois L sur 2, ça fait L. Par contre, comme l'aire du premier était plus grande, vous avez strictement augmenté l'aire globale. D'accord? Vous avez fait mieux et donc vous avez une contradiction. Donc finalement, dans le découpage qu'on a avec ce PQ là, vous avez forcément deux morceaux qui doivent avoir la même aire. Alors bon, on est quand même loin du disque, hein, donc on se dit combien d'étapes il nous reste, mais en fait, il ne reste plus qu'une étape. Et la dernière étape, c'est de démontrer que les deux morceaux sont forcément des demi-disques. Alors, c'est un petit peu plus sophistiqué parce qu'il faut se demander comment on peut caractériser les disques. Alors, il y a un théorème que vous avez, je pense, appris, même peut-être au collège, j'avoue que je ne sais plus quand on apprend ça. C'est le théorème de l'angle inscrit qui, dans un cas particulier, vous dit que si vous avez un disque et vous avez un triangle inscrit dans ce disque, tel que l'un des côtés soit le diamètre du disque, forcément, ce triangle est rectangle. C'est-à-dire que l'angle, alors je ne sais pas, c'est un peu dur avec les mains, mais je répète, vous prenez un cercle, vous prenez un triangle, tel que les trois points du triangle sont dans le bord du disque, et tel que l'un des côtés soit un diamètre, alors forcément le triangle est rectangle, il a un angle droit. Et en fait, il y a une réciproque à ce résultat qui dit que si ça, c'est vrai pour tous les triangles qu'on peut construire sur une forme, alors forcément, ça construit un demi-disque. Alors, avec un dessin, c'est un tout petit peu plus parlant, mais encore une fois, par l'absurde, si vous imaginez que oméga 1 n'est pas un demi-disque, alors forcément, vous avez un point R sur la courbe qui est là,
tel que l'angle qui est là, cet angle-là, n'est pas de 90 degrés. Alors, 90 degrés en mathématiques, on dit plutôt pi sur 2. Voilà, ça c'est une caractérisation du demi-disque. Si vous voulez, vous pouvez essayer de démontrer ça, mais c'est la réciproque du théorème que j'ai cité juste avant. Et alors là, l'idée, c'est de dire je ne vais rien toucher à la partie en jaune, je vais la laisser comme elle est. Par contre, je vais tirer ou pousser les points P et Q plus ou moins. Si vous imaginez cette forme, et la seule chose qui bouge, c'est le triangle, donc ce que j'appelle les lobes supérieurs en haut, à gauche et à droite, je ne vais pas les bouger. Enfin, je vais les bouger, je vais les laisser coller au triangle, mais je ne vais pas les déformer. Ce que je vais déformer, c'est le triangle. Ben, je vais tirer P et Q ou les pousser. Quand vous faites ça, il y a une seule aire qui change, c'est l'aire du triangle. Et donc, vous vous demandez quand est-ce que cette aire va être la plus grande possible. Et avec un petit peu de géométrie, on voit que l'aire de ce triangle, c'est en fait la longueur du côté PR fois la longueur du côté QR fois le sinus de cet angle. Et donc, c'est maximal quand l'angle vaut pi sur 2. Et donc, finalement, encore une fois, on trouve une contradiction parce que l'objet qui est à droite a une meilleure aire que l'objet qui est à gauche, alors qu'ils ont le même périmètre. Bon, je vais un peu vite, hein, mais l'idée pour moi, c'est de vous expliquer que chaque étape est relativement simple à sa manière. On peut faire des dessins, on peut se convaincre, et c'est ce que Steiner a fait dans les années 1830. C'est pas grave si on ne voit pas, mais c'est redire ce que j'ai dit alors. Voilà. Donc, depuis tout à l'heure, je ne sais pas si vous l'aviez vu, mais j'ai parlé de problèmes existentiels. Et donc, je vais revenir là-dessus dans la deuxième partie de cette première partie, parce que au moment où Steiner publie ses articles, d'ailleurs, en fait, je ne vais pas évidemment rentrer dans les détails, mais il a en fait fait 5 preuves de ce style, il en a fait 5 différentes, pour vraiment démontrer la chose, mais les mathématiciens de l'époque ont critiqué ses résultats et critiqué ses démonstrations. Et du coup, il y a eu un peu un débat pour savoir si ces démonstrations étaient satisfaisantes ou pas. Et ça, c'est ce que je vais vous expliquer maintenant. En fait, il y a une erreur, ou si vous voulez, il y a un manque dans sa démonstration, qui peut passer vraiment inaperçu. Et c'est intéressant pour moi, je pense, de vous expliquer qu'à l'époque, déjà avant Steiner, c'est une question qu'on ne se serait même pas posée. Et du coup, mon but, ce n'est pas de critiquer Steiner, parce qu'en fait, il a apporté beaucoup d'idées intéressantes, mais c'est plutôt de vous faire réaliser que les questions qu'il avait manquées, en fait, étaient difficiles pour les mathématiciens de l'époque, même à se poser ces questions-là, pas seulement d'y répondre, mais simplement se rendre compte que c'est pas évident. En fait, ce qu'il a fait dans toute la démonstration, c'est qu'il a pris une forme, donc il a supposé qu'il y avait une forme qui était la meilleure de toutes, et il a montré que ça ne pouvait être qu'un disque. D'accord? Il a montré qu'aucune forme qui n'est pas un disque n'est optimale. Et donc, il conclut, donc la meilleure forme, c'est le disque, puisque c'est la seule que je ne peux pas rendre meilleure. Mais là, il y a un raisonnement, il y a une erreur de raisonnement, parce que du coup, il a supposé qu'il y avait une forme qui était meilleure que les autres. Et donc, ça, c'est un problème d'existence en mathématiques. Vous avez sans doute rencontré ces questions-là dans vos cours. Mais alors, pour vous expliquer l'erreur de raisonnement, je donne, parce qu'il y a eu un débat au 19e siècle, les gens n'étaient pas d'accord. Notamment, Steiner a refusé toute sa vie de dire qu'il n'avait pas démontré le théorème complètement. Et donc, je vous donne une blague qui apparaît plus tard, qui est la blague de Perron, où il démontre par la même méthode un peu que Steiner que le nombre 1 est le plus grand des entiers possibles. Et donc, sa démonstration est la suivante. Il dit, je prends n'importe quel nombre qui n'est pas 1. D'accord? Et il dit, je vais construire un nombre qui est plus grand. Par exemple, il dit, je prends le même nombre, mais au carré. Effectivement, en plus, ce n'est pas anodin, parce que du coup, le seul nombre pour lequel ce processus ne marcherait pas, c'est le nombre 1. Mais à part le nombre 1, il est vrai que tout entier est strictement plus petit que le même entier au carré. Il dit, donc, n'importe quel entier qui n'est pas 1 n'est pas le plus grand, puisque je peux faire mieux. Donc, le plus grand des entiers, c'est le nombre 1. Évidemment, l'erreur de raisonnement, c'est qu'il n'existe pas d'entier qui soit plus grand que tous les autres. Ça, c'est intuitivement évident. Mais pour le problème isopérimétrique, c'est beaucoup plus compliqué à imaginer. Et en l'occurrence, il est vrai, et ça sera démontré plus tard, il est vrai qu'il y a une forme qui est meilleure que toutes les autres. Et donc, le raisonnement de Steiner n'est pas inutile, mais il est incomplet. Alors, il faudra presque 50 ans pour compléter la preuve. Et là, il y a le nom d'un mathématicien que vous avez sans doute croisé si vous êtes en classe prépa, c'est le nom de Weierstrass. Et je ne vais pas vous donner tous les éléments, hein, mais je vais vous renvoyer à quelques théorèmes que vous avez pu croiser dans vos études sur la question de l'existence. Alors, je vous donne un théorème qui est le théorème qu'on appelle le théorème des valeurs extrêmes, qui est un théorème très classique pour l'existence en optimisation.
Et ici, la grosse différence par rapport à tout ce que je raconte, c'est que là, on fait l'optimisation la plus simple possible, c'est-à-dire qu'on cherche juste à optimiser une fonction qui dépend d'un seul nombre, petit x. Donc, ce théorème nous dit que si on a une fonction définie sur un segment AB, et si on suppose que cette fonction est continue, alors elle est à la fois bornée et elle atteint ses bornes, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a un nombre entre A et B qui réalise la valeur la plus petite possible pour elle. D'accord? Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous savez démontrer ce théorème, mais ça se démontre grâce au théorème de Bolzano-Weierstrass. Et donc, on fait référence à Weierstrass qui a inventé des outils pour faire ça. Si vous êtes peut-être en deuxième année de prépa, vous avez peut-être en vue une généralisation de ce théorème en dimension strictement plus grande que 1, mais en dimension finie. Si on remplace le segment AB par K qui est un fermé borné d'un espace vectoriel de dimension finie, alors on a exactement le même résultat. Et pour ceux qui connaissent des mots un peu plus barbares, le bon mot qui est derrière ça, c'est en fait le mot compact. Si l'ensemble de K est compact, alors ça fonctionne. Mais il y a un petit problème ici si on veut revenir à mon problème isopérimétrique. Parce que je n'ai pas parlé d'espace vectoriel, je n'ai pas parlé de façon de paramétrer le problème, mais si on essaye intuitivement de se demander, c'est quoi la dimension de notre problème? Alors la dimension, je ne vais pas vous faire un cours sur la dimension, ça prendrait énormément de temps, mais de manière très très simple, c'est le nombre de paramètres dont j'ai besoin pour décrire mon objet mathématique. Alors par exemple, le carré tout à l'heure, c'était intéressant. Vous avez besoin de combien de caractéristiques pour décrire le carré? Vous en avez besoin de une, parce qu'il suffit de connaître la longueur du côté, et vous avez le carré, que vous savez de quel carré vous êtes en train de parler. Donc ça, je pense que c'est de la dimension 1. Le rectangle tout à l'heure, c'était plus compliqué, j'avais besoin de deux nombres. Donc c'est de la dimension 2. Mais on comprend qu'avec des formes de plus en plus sophistiquées, on n'arrivera pas forcément à décrire toutes les formes avec un nombre fini de paramètres. Et donc, c'est là qu'on voit apparaître ce qu'on appelle la dimension infinie. Donc, ce n'est probablement pas quelque chose que vous avez étudié pour le moment, parce qu'en général, on utilise ces choses-là plutôt en troisième, quatrième année d'études de maths, mais c'est des objets qui existent, et c'est les objets qu'on a dû développer mathématiquement pour pouvoir répondre au problème isothermique. Alors, il y a une astuce en dimension 2 quand même dans le plan, parce qu'on peut s'en sortir grâce à ce théorème que vous avez peut-être vu, en disant je ne vais plus optimiser parmi toutes les formes, mais je vais optimiser parmi les polygones. Les polygones, c'est un objet super simple à décrire. C'est des segments, vous pouvez définir son aire, son périmètre, c'est beaucoup plus facile. Et on comprend intuitivement que c'est un objet de dimension finie si je fixe le nombre de côtés qu'il y a au polygone. Et donc, en fait, on peut changer le problème isopérimétrique et dire je vais prendre que les patates qui sont des polygones ayant au plus n côtés. Et en fait, alors le disque n'est pas évidemment un polygone, mais on peut démontrer que la forme la meilleure, c'est un polygone régulier, le polygone régulier ayant n côtés. Donc, s'il n'y en a que 3, c'est le triangle équilatéral. S'il y en a 4, c'est un carré. S'il y en a 5, c'est un pentagone, etc. Et donc, ça permet de démontrer le théorème isopérimétrique parce que vous pouvez relativement facilement imaginer que n'importe quel domaine peut être approché par un polygone de plus en plus sophistiqué. D'ailleurs, j'avais fait un dessin tout à l'heure qui ressemblait un peu à ça. Donc, en fait, juste avec des outils de dimension finie que vous avez vu ou que vous verrez probablement en cours de deuxième année, vous pouvez finaliser la preuve du problème isopérimétrique. Alors, il y a un petit problème, c'est que cette astuce des polygones, elle ne peut marcher que quand on est dans le plan. Parce que je ne vais pas insister dessus, mais le problème isopérimétrique, le théorème que je vous ai donné, il existe aussi en dimension 3. Vous imaginez une patate, une vraie patate cette fois, en dimension 3, et vous essayez de savoir comment vous fixez, par exemple, la surface du bord de la patate, et vous essayez de trouver la patate qui a le plus gros volume possible. Et la réponse, encore une fois, c'est une boule, d'accord, une boule. Mais là, du coup, l'astuce des polygones, ça ne marche plus forcément parce qu'il y a des polyèdres, mais ça n'existe pas de la même manière, les polyèdres réguliers en dimension 3. Vous savez peut-être, mais il y en a très peu. En dimension 2, des polygones réguliers, il y en a une infinité, il y en a autant que le nombre de côtés que vous fixez. Alors, des polyèdres réguliers, il n'y en a qu'un petit nombre, il y a un cube, par exemple, des choses comme ça, mais bon, c'est une autre affaire de parler des polyèdres en dimension 3, mais on n'a pas cette astuce. Donc, mathématiquement, c'est beaucoup plus compliqué de conclure toute l'histoire. Et là, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais je vais vous donner 2-3 noms et surtout 2-3 dates. La fin de l'histoire, c'est en fait 100 ans plus tard, plus de 100 ans plus tard, avec De Giorgi qui démontre concrètement qu'il y a effectivement une forme optimale et que cette forme optimale, du coup, est une boule.
Donc, la démonstration finale de tout ça, c'est la combinaison de deux choses complètement différentes. Une première partie qui est l'existence d'une forme optimale. Donc, en fait, ça, c'est de l'analyse. C'est le monde de l'analyse, mais qui, au 19e siècle, n'est que naissant de ce point de vue-là. L'analyse que vous êtes en train d'apprendre en cours, il faut avoir conscience qu'elle n'est née qu'au 19e siècle. Hein, la façon de définir ce que c'est qu'un ensemble fermé, borné, une fonction continue. Au moment où Steiner écrit des mathématiques, ça n'existe pas, ces objets-là. Aujourd'hui, tout le monde, enfin, vous avez peut-être l'impression que c'est facile ou évident, mais ce ne sont pas du tout des choses faciles. Ils ont mis très très longtemps à être résolus. Et puis, j'ai mis le nom de Schmidt parce qu'il a fait une démonstration spécifique à la dimension 3. Je ne vais pas insister, mais les problèmes isopérimétriques existent en fait en toutes dimensions, et dans toutes les dimensions, la solution existe. Alors, d'un point de vue un peu plus moderne, en 2-3 minutes, je voudrais vous convaincre que cette histoire d'existence n'est pas anodine, même pour des recherches actuelles. Là, je vais vous donner deux problèmes beaucoup plus concrets. Je ne vais donner aucun détail. D'ailleurs, je ne suis pas forcément expert de ces problèmes-là. Mais pour vous expliquer que cette question d'existence est importante, on pourrait se dire, oui, mais bon, ça doit bien exister, il doit bien avoir une forme meilleure que toutes les autres, mais en fait, pas forcément. Donc là, je vous ai mis une photo de l'image des bronches, donc à l'intérieur des poumons. Alors, de manière très vague, hein, je ne suis pas biologiste, je ne suis pas du tout spécialiste, mais l'idée, c'est quoi la fonction des poumons, des bronches à l'intérieur des poumons? C'est de transmettre l'oxygène de l'air vers le sang. Donc, l'idée, c'est que vous inspirez, vous avez de l'air qui rentre, et le but, c'est de faire passer cet air, enfin l'oxygène qu'il y a dans l'air, vers le sang pour faire circuler dans le reste du corps. Donc là, l'objectif, c'est le contraire du problème isopérimétrique, parce que vous voulez que la zone de contact entre l'air et le sang soit la plus grande possible. Donc, vous êtes contraint par le fait d'être à l'intérieur de vos poumons, et vous allez avoir une zone de contact entre le bout des bronches et le début des vaisseaux sanguins. Vous voulez que cette zone de contact soit la plus grande surface possible. Donc, en fait, ça, c'est le contraire du problème isopérimétrique. Et donc là, ça, cette forme très sophistiquée, c'est une forme un peu bizarre, qu'on peut d'ailleurs qualifier de fractale. Et donc, ça, c'est un phénomène de non-existence plutôt, parce que vous comprenez bien que la forme la meilleure, elle aura des ramifications de plus en plus petites. Et si là, je vous mets une photo, mais si on commençait à zoomer, on verrait que chaque bronche devient une bronchiole qui devient encore de plus en plus petite. Alors certes, les bronches existent, mais d'un point de vue mathématique, c'est beaucoup plus compliqué de comprendre une forme comme ça que de comprendre une patate où je fais des dessins à peu près arrondis et on comprend bien ce qui se passe. Un autre exemple, c'est les os. Alors là, le but des os, c'est d'être le plus résistant possible, mais de ne pas être trop lourd. Et alors, si on coupe un os, ce qui m'intéresse, c'est aussi la structure interne des os. On voit qu'il y a plein de petits trous qui apparaissent. Parce qu'en fait, pour gagner en poids, on n'a pas un os qui est complètement rempli, mais en fait, du coup, on peut comprendre que la forme optimale va pouvoir avoir un peu du vide pour ne pas être trop lourd, mais quand même partout avoir des petits morceaux d'eau pour être quand même très résistant. Mais ça aussi, ce n'est pas une belle patate, évidemment. Si vous essayez de comprendre c'est quoi le bord de cet ensemble, etc., c'est des choses beaucoup plus sophistiquées. Donc, en fait, mathématiquement, c'est important, même physiquement ou biologiquement, selon les problèmes qu'on est en train d'étudier, c'est important de se demander est-ce que le modèle que je suis en train d'étudier amène à quelque chose comme ça, amène à quelque chose comme ça, ou amène plutôt à quelque chose qui ressemble au problème isopérimétrique avec une belle forme qui est la meilleure. Voilà, je ne rentre pas dans les détails de ces choses-là, mais je voulais vous parler de ça. Il me reste une dizaine de minutes. Je vais vous parler d'un autre problème célèbre qui est lié au problème du toboggan. Donc là, dans la première partie, je vous ai parlé de la question d'existence, donc c'est relativement abstrait. Dans la deuxième partie, c'est finalement un problème un peu plus ancien que l'époque de Steiner. Et de manière très imagée, la question, c'est quoi le meilleur toboggan possible? Alors, c'est certainement pas celui-là, parce que de toute façon, les meilleurs toboggans sont rarement construits, parce que sinon, tout le monde mourrait à l'arrivée du toboggan. Le truc, c'est que vous voyez qu'il y a des parties qui descendent et des parties qui vont un peu plus plates. En fait, les parties plates, c'est pour empêcher que vous descendiez trop vite. Donc, c'est le meilleur toboggan, dans le sens celui qui va vous permettre d'arriver en bas le plus vite. Mais évidemment, c'est un peu abstrait parce que c'est assez rare d'avoir besoin de ça. Là, la hauteur du parc d'attraction est beaucoup trop grande. Donc, si on mettait vraiment le toboggan le plus rapide, il y aurait besoin d'une phase de décélération d'un kilomètre. Tout le monde aurait peur. Alors, mathématiquement, comment on modélise? J'avais employé ce mot au début. Donc, le but, c'est de transformer un problème un peu concret en des équations mathématiques avec une énergie, etc. Alors là, il y a effectivement la forme de quelque chose, encore une fois.
Et alors là, on a un outil plus simple que tout à l'heure pour décrire cette forme, parce que vous avez l'habitude de tracer des graphes de fonctions. Vous avez une fonction f qui va d'un intervalle à valeur dans R. Ça, c'est un objet que vous avez l'habitude de faire. Et donc, j'imagine que mon toboggan, c'est le graphe d'une certaine fonction. Alors, il y a un certain nombre de contraintes. J'imagine que je pars d'un certain point qui est à hauteur h. C'est la hauteur de mon toboggan. Puis, je décide que l'arrivée du toboggan, c'est en abscisse 1. Ça n'a aucune importance sur le nombre 1, mais pour simplifier l'énoncé. Et donc, ça, c'est à altitude 0. Et la question, c'est je mets un objet en haut, premier point, je le fais glisser. Donc, la seule force, c'est la pesanteur. Comment faire pour que la bille arrive au point en bas le plus rapidement possible. Donc, ce n'est pas une question de distance, c'est une question de vitesse. Donc, ce n'est plus le plus court chemin, c'est le plus court temps possible. Et si on fait un peu de grec, le plus court temps possible, c'est ce qu'on appelle brachistochrone. Chrone pour le temps, brachis pour le plus court. Enfin, je ne peux pas faire de grec parce que je ne suis pas du tout expert, mais c'est ça qu'il y a derrière. Alors, il faut faire un tout petit peu de physique pour comprendre qu'il y a une énergie derrière. Le T de S, c'est le temps de parcours étant donné un toboggan. Donc, pour moi, un toboggan, c'est une fonction F. Et à cette fonction F, on associe une certaine formule compliquée. Je vais aller de plus en plus vite dans l'exposé, donc je vais de moins en moins détailler les calculs. Si vous êtes un peu perdu, vous m'excuserez. Il y a une racine carrée, il y a la dérivée de F qui apparaît. En tout cas, il y a cette énergie. Il y a un petit G qui apparaît, ça c'est une constante gravitationnelle que vous connaissez tous, mais elle n'a aucune importance, donc je vais rapidement l'enlever parce que c'est juste un coefficient multiplicatif qui ne change rien au problème. Souvent, les mathématiciens disent toutes les constantes valent 1 et tout va bien. Et donc, le but, c'est de trouver quel est le F tel que ce T de F soit le plus petit possible. Alors, juste pour s'amuser, on peut trouver ça sur Internet. Est-ce que ma souris est au bon endroit? Je suis sûr. Alors là, voilà, on a quelques courbes. Alors, je vais le faire repasser, hein, mais au même moment, on a des billes qui partent en haut à gauche. Et j'ai mis 4-5 exemples. Donc, le meilleur, donc là, il y a un polynôme de Duplessis, pourquoi pas. Là, il y a un arc de cercle. Ça, c'était la conjecture que Galilée faisait. Ça, c'est une parabole. Ça, c'est la ligne droite. Et donc, on voit que la meilleure, en fait, c'est une forme un peu bizarre qui s'appelle la cycloïde. D'accord? Ok, donc ça, c'est un problème qui date de la fin du XVIIe siècle, qui est proposé par Bernoulli. Alors, il y a celui qui propose et celui qui résout, c'est deux frères. Je ne vais pas rentrer dans les histoires d'engins. Alors, quels sont les outils pour répondre à cette question purement géométrique? Alors là, je vais rappeler un peu l'énoncé. Donc, le but, c'est de minimiser le temps de parcours parmi toutes les fonctions qui partent à la hauteur h et qui arrivent à la hauteur 0. Et donc, ce qu'on va faire, c'est ce qu'on appelle du calcul de variation. Donc, l'idée qu'ont eu Euler et Lagrange, qui ne sont pas les premiers à résoudre le problème, mais qui sont les premiers à donner une méthode systématique pour résoudre le problème, c'est qu'ils vont encore une fois partir d'une forme qu'ils vont supposer la meilleure, je l'appelle petit f, et ils vont faire ce qu'on appelle une petite variation de f, qu'ils vont appeler f plus epsilon g, où g est n'importe quelle fonction. Alors, la seule contrainte que j'ai sur g, c'est qu'il ne faut pas qu'elle change de point de départ et d'arrivée. Donc, en fait, g, je demande qu'elle soit nulle au départ et l'arrivée, mais après, elle peut faire un peu n'importe quoi. Et je demande que alors, pour ceux qui ont suivi, il y a une dérivée quelque part. Je demande que les fonctions soient dérivables, mais je ne vais pas insister là-dessus. Alors là, il va y avoir un transparent un peu avec des calculs compliqués, mais vous allez me croire sur parole, ou vous allez faire en exercice un beau développement limité qui consiste à écrire ce que vaut t de f plus epsilon g, où epsilon a vocation à être un nombre très petit. On écrit ça, ça fait un truc un peu sophistiqué. Et puis là, il y a un environ égal qui apparaît. Pour ceux qui ont fait du calcul différentiel, ils voient ce que ça veut dire. Donc, l'idée, c'est la même chose que ce que vous avez appris quand vous avez appris ce qu'on appelle le nombre dérivé. Sauf que là, c'est ce qu'on appelle du calcul différentiel en dimension infinie. Mais c'est des mots très sophistiqués, mais c'est finalement la même chose que ce que vous avez appris. Simplement, la nouvelle variable, ce n'est pas petit x, mais petit f. On fait un développement limité de cet objet-là. Normalement, certains d'entre vous savent ce que c'est qu'un développement limité. Il n'y a aucune difficulté. On arrive à un objet comme ça avec une fonction g qui est quelconque. On peut faire ce qu'on appelle une intégration par partie. Vous devriez en partie savoir ce que c'est. On obtient une expression hyper compliquée que j'ai pris le temps de calculer hier. Ce n'est pas très compliqué finalement. Et le fait que cette expression doit forcément être plus grande que t de f, avec deux lignes de démonstration, ça implique que cet objet hyper barbare doit forcément être 0. Alors, ce truc hyper compliqué avec des formules au tableau, c'est un truc que vous avez appris au lycée, qui est que quand on minimise une fonction,
et qu'on atteint le minimum, la dérivée doit être nulle. Ça, c'est un théorème très connu. Et bien, en fait, il est valable dans n'importe quel contexte de calcul différentiel. On obtient une équation barbare qu'on peut appeler une équation différentielle. Elle est un peu compliquée à résoudre, mais on peut y arriver. Et on obtient encore une fois une expression explicite qu'on appelle une cycloïde. Alors, une cycloïde, c'est la courbe de tout à l'heure. C'est la courbe que prend un point fixe sur une roue qui est en train de rouler. Vous imaginez une roue et vous la faites rouler sur un plan. Et vous imaginez un point fixe au bord de cette roue. Elle va dessiner une courbe qui s'appelle une cycloïde. Alors évidemment, ça ne ressemble pas à un très bon toboggan, c'est parce qu'il est à l'envers. Il faut retourner ça, et si vous partez de là, et vous parcourez cette courbe, vous avez le meilleur toboggan possible pour ça. Alors, je vais reprendre ces idées-là et vous dire de manière un peu plus moderne qu'est-ce qu'on fait pour concrètement trouver la meilleure forme. Parce que là, ce que j'aimerais vous convaincre, c'est qu'on peut appliquer tous ces outils très sophistiqués qui datent de 3 siècles, 2 siècles, 1 siècle, pour résoudre des problèmes concrets. Et l'objet dérivé que vous avez tous croisé un jour, même dans un cadre hyper compliqué, il peut nous être utile pour résoudre concrètement des problèmes. Donc ici à droite, ce que je fais, c'est que je dessine une forme, une patate avec des trous, et j'imagine que je déforme cette forme. Un peu comme tout à l'heure, j'avais un toboggan et je le déforme. Donc ça, c'est les idées qu'il y a derrière le dérivé. Donc ce qu'il y a comme objet ici, c'est ce qu'on appelle une dérivée de forme. Donc le paramètre tout à l'heure, c'était petit g. Ici, c'est une fonction θ qu'on appelle un champ de vecteur. En chaque point, vous dessinez une petite flèche qui est la direction dans laquelle vous déformez votre objet. Et puis, on peut définir une dérivée avec ça, c'est-à-dire si vous pouvez faire un développement limité comme on a fait tout à l'heure, alors effectivement, vous avez un objet dérivé. Et du coup, grâce à ça, vous obtenez un moyen de vous dire comment je fais, étant donné une forme, pour faire baisser son énergie. Le but, c'est ça. Et l'objet dérivé, il sert à ça. Il sert à vous dire, oui, mais en fait, à l'ordre 1, votre énergie, elle ressemble à ça. Et donc, finalement, si vous retrouvez cet objet-là, on peut calculer explicitement dans beaucoup d'exemples. Et si on ne peut pas le calculer explicitement, on peut le calculer numériquement. Le but, c'est d'avoir un nombre négatif. Et ce nombre négatif va vous donner un moyen de vous dire, cette forme, je peux la déformer. Mais c'est un peu ce que Steiner a fait. Steiner, il a trouvé des processus pour améliorer ces formes. Là, on a une manière plus systématique de le faire. Alors, j'ai très peu de temps, donc je vais essayer de conclure rapidement. Je vais surtout vous mettre des films, je ne vais pas forcément vous décrire à quoi ça sert. Mais là, vous voyez une sorte de poutre qui va être construite par un algorithme d'optimisation. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'à chaque étape de l'algorithme, à chaque étape, l'objet bouge. C'est qu'on a calculé une dérivée qui va dépendre de la forme sur laquelle on est. Et puis, on trouve un moyen d'améliorer cette forme. Alors, évidemment, le propre des dérivés, c'est de ne pouvoir faire ça que localement. Donc, on est obligé de faire plein d'étapes. Là, il y en a une centaine, je crois, qui sont décrites. Et là, on a une sorte de poutre. Alors, je n'ai pas eu le temps d'écrire la physique du problème, c'est vraiment pas très important. Mais c'est une poutre qui va être la plus résistante possible, tout en ayant une certaine matière limitée. Je vous montre un autre film en dimension 3. Donc, je répète, hein, je l'ai écrit, mais ce n'est pas moi qui ai fait ces expérimentations numériques. Elles m'ont été gentiment données par Charles Daponi, que je remercie à nouveau. Vous avez la même chose pour un pont. On part d'un pont un peu bizarre et qu'on peut construire, donc ça peut marcher en dimension 3. Donc, les outils qui sont derrière ça, c'est d'une part se convaincre que le modèle qu'on a derrière ces objets-là amène effectivement à l'existence d'une forme optimale, parce que sinon le modèle est insatisfaisant, parce qu'à la fin, on veut effectivement pouvoir construire le pont. Et puis, l'objet dérivé, qui est le deuxième objet que vous avez introduit dans l'exposition. Alors ça, c'est des photos de la vraie vie. C'est des ponts c'est des structures qui existent vraiment, hein, que j'ai un peu découvert pour exposer. Donc avec des formes assez sophistiquées. Bon, il y a certes un aspect esthétique, bien sûr, à ces objets-là, mais il y a quand même le besoin d'une structure solide. À droite, c'est un peu plus clair qu'il y a besoin d'une structure assez sophistiquée pour pouvoir tenir. Alors, je vais conclure mon exposé par deux choses. La première, c'est qu'on a fait des maths qui datent de quelques siècles, mais qui en fait ont amené énormément de développement au XXe siècle et encore aujourd'hui. Vous envoyez les prémices, si vous voulez, qui sont des mathématiques que je qualifierais plutôt du XVIIIe et du XIXe siècle, mais on voit apparaître des problèmes sophistiqués qui sont développés plus tard et que vous apprendrez si vous faites des mathématiques de niveau Bac plus 3, 4, plus. Et puis, un tout petit dernier transparent sur des maths beaucoup plus modernes pour vous expliquer dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que je fais. En fait, on fait pareil. On fait pareil avec des énergies peut-être plus sophistiquées, des fonctionnels géométriques plus modernes, avec des modèles de plus en plus compliqués. Et puis, on essaye de les résoudre, alors des fois explicitement, des fois numériquement,
Ça dépend. Il y a plein de gens qui travaillent de manière différente sur les problèmes. Là, je vous ai mis un exemple relativement récent. Là, ça date quand même d'il y a quelques années, mais où on a un problème du type isopérimétrique, où la solution, alors je n'explique pas c'est quoi cette énergie, mais la meilleure de toutes les meilleures formes, c'est celle-là. Alors, on optimise parmi quoi? J'ai mis les donuts parce que je n'avais pas envie de définir ce que c'était qu'un tore, mais vous savez tous ce que c'est qu'un donut. Vous imaginez tous les donuts possibles, et ben, le meilleur, et ça a mis presque 50 ans à être résolu parce que la question avait été posée au milieu du XXe siècle. Et donc, si vous allez lire l'article, vous pouvez taper ça. Alors, ça va faire peur, même moi, ça me fait peur. C'est presque 100 pages de démonstration pour faire ça. Et dedans, il y a de l'existence, il y a du calcul différencié, il y a tous ces objets-là. Et puis, sur des choses plus proches de ce que j'ai fait moi, alors je vous mets un problème que je suis en train d'étudier, qui est assez rigolo, qui est exactement le problème inverse du problème isopérimétrique. Je vais fixer l'air et je cherche à maximiser la longueur du bord. Donc, un peu, j'avais expliqué pour le problème du poumon. Mais si on fait ça, on peut montrer qu'il n'y a pas existant d'une solution. Mais moi, je me suis spécialisé dans l'optimisation des domaines qui sont convexes. Donc, on demande que le domaine soit convexe. Et là, avec des collègues que je remercie, ils ont trouvé des formes optimales. C'est un peu bizarre la façon dont les formes optimales sont calculées, mais c'est les zones blanches. Et en fait, je mets travail futur parce qu'on essaie de comprendre ces formes optimales. Là, on voit un triangle apparaître. Il faudrait savoir si on sait démontrer ça. On sait démontrer qu'elles existent. Ça, c'est la partie pas trop compliquée. Avec les outils que j'ai introduits, on peut faire ça. Mais là, vous voyez qu'il y a des formes un peu plus bizarres et on aimerait comprendre comment ça fonctionne. J'ai fini là. Je vous remercie pour votre attention. On a un tout petit peu de temps pour. On peut prendre 5 minutes pour des questions ou vous devez partir déjà. Ouais. Bon, quelques questions pour Jimmy. Vous avez dit que le donut c'est la meilleure forme, mais la meilleure forme pourquoi? La meilleure forme pourquoi? Le donut, pour l'énergie qui est là, donc c'est l'intégrale sur le bord de la courbure moyenne au carré. Donc la courbure moyenne, je pense que vous ne savez pas forcément ce que c'est, mais peut-être vous savez ce que c'est qu'une courbure pour une courbe. En tout cas, une courbure pour une courbe, c'est plus vous tournez, plus elle est grande, donc c'est une sorte d'accélération. Et en dimension supérieure, quand vous avez une surface, il y a plusieurs courbures parce qu'on est en dimension plus grande. Et ça, c'est ce qu'on appelle la courbure moyenne. Donc, c'est un peu compliqué d'expliquer précisément, mais c'est une fonction d'un type géométrique un peu plus élaboré que celle qu'on a employée dans l'exposé, qui était le problème isopérimétrique. Et donc, le kappa qui est là, c'est la courbure moyenne. C'est la somme des courbures principales, si vous voulez. Mais il faudrait faire un cours sur les surfaces pour expliquer plus ce que c'est. C'est pour ça que je n'ai pas pu détailler plus. Très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Oui. Vous avez mentionné que les fractales impliquaient qu'il n'y avait pas de solution de distance au problème. Pourquoi? Alors, c'est une question, effectivement, c'est un peu vague. Ce n'est pas tant qu'il n'existe pas une forme, c'est que la façon dont vous représentez les formes va faire que vous devez modifier votre modèle ou pas. Et donc, en fait, c'est simplement que quand on voit apparaître une forme comme ça, si on la prend de la même manière qu'on prend une patate, quoi, en fait, mathématiquement, ce n'est pas une bonne idée de représenter une patate et une fractale de la même manière, parce que c'est des objets qui sont de nature complètement différente. Par exemple, si je vous demande de définir quel va être le périmètre de cet objet ou quelle est la surface du bord, et que vous ne prenez pas en compte le fait que ça ressemble à une fractale, vous n'allez pas avoir le bon objet. On revient à la complexité de ce qu'on appelle le modèle. Par exemple, tout à l'heure, je vous ai dessiné une patate et je vous ai dit on définit son périmètre comme ça. Mais en fait, il y a plein de difficultés qui sont liées à ça. Si ma patate est sympathique, ça marche bien. Mais si ma patate ressemble à ça ne marche pas bien du tout. Et donc ça, mathématiquement, il faut le prendre en compte. Donc, ce n'est pas tant que la forme n'existe pas, mais c'est qu'il faut changer la façon d'appréhender cet objet mathématique. Et par exemple, l'algorithme d'optimisation que je vous ai fait tourner tout à l'heure, il ne peut pas vous donner des objets comme ça parce que numériquement, c'est beaucoup trop sophistiqué. Tu vois bien que tu vas devoir décrire des trucs de plus en plus petits et ça, numériquement, ça ne se passe pas bien. Donc, il faut changer complètement de point de vue et avoir une optimisation différente qui est adaptée au fractal. Mais les outils que j'ai donnés ne sont pas adaptés au fractal.
Une autre question? Très bien. Bon, on va remercier une nouvelle fois Julie pour son intervention très très claire. Bon, alors les prochains rendez-vous pour le laboratoire de mathématiques, on va organiser une table ronde autour des métiers qui sont liés aux mathématiques, qui a lieu le 5 avril, et aussi une conférence qui est faite par une ancienne élève, donc Marion Talconnet, qui a intégré l'ENSIMAG, et qui viendra nous raconter aussi le travail qu'elle fait sur la fonction cardiaque au niveau du cœur et toute l'informatique qu'il y a autour. Bon, bah merci à vous pour votre attention et merci encore à Julie. Merci à vous. Au revoir.